Et partager tout le monde. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour la participation à ce webinaire remise documentaire qui est animé par Fabienne Charrère dans le cadre de notre partenariat Drôme Ecobiz CIC. Donc Fabienne qui est chargée d'affaires internationales à la banque. Donc, il va vous faire une présentation rapide de la remise documentaire, ce que c'est, les avantages, les points de vigilance. Et vous pourrez ensuite poser vos questions tout au long de la présentation et on garde un petit temps de questions-réponses à l'issue de la présentation. Donc, sur la droite de votre écran, vous avez un petit outil pour chatter. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Je vous rappelle que dans le cadre de Drôme Ecobiz et EEN, nous organisons une réunion, un atelier technique sur la TVA et les nouveautés à horizon 2020-2022. Donc, des points sur lesquels vous devrez être vigilant dès le 1er janvier 2020. Donc, je vous invite très fortement à participer à cet atelier qui est complètement gratuit. Il faut juste vous inscrire et pour ça, vous m'adressez un petit mail que je transmettrai à ma collègue. Eh bien, je laisse la parole à Fabienne sur cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons traiter de la remise documentaire aujourd'hui, juste pour me présenter le CIC. Ça ne marche pas. Alors, il faut juste cliquer dessus avec la souris. Tac, cliquer dessus, voilà, et là, ça va être bon. Allez. Donc, je suis chargée d'affaires au CIC, à la Lyonnaise de Banque. Je suis sur Valence et j'interviens auprès des entreprises du secteur. L'organisation de la Lyonnaise de Banque à l'international se fait au travers de bureaux de représentation. Nous en avons 38 qui couvrent une 50aine de pays. Et les bureaux interviennent pour vous auprès des entreprises locales ou bien des banques, soit pour chercher de nouveaux partenaires pour vous, mais aussi pour rapatrier les flux. On vous accompagne aussi au travers des bureaux pour les financements de crédits documentaires à l'import, par exemple, et pour financer votre prospection. Et puis, on a des équipes dédiées qui vont traiter en trait de finance, qui vont traiter vos crédits documentaires, les garanties, et bien entendu, on a une équipe qui traite des remises documentaires, le sujet d'aujourd'hui. Ce sont des équipes qui sont en France, bien entendu. Donc, comment on va se dérouler cette présentation? Je ferai un rappel sur les risques liés à l'international, le cadre juridique des remises documentaires, dans lequel intervient la remise documentaire. On refera une définition de la remise documentaire, est-ce qu'elle est en cours. Je pense que c'est plus simple pour comprendre d'avoir un schéma, donc je commenterai le schéma. Et puis, je vous donnerai quelques conseils pour la négociation du contrat, les documents qui seront à demander, les documents, on fera un focus sur les documents de transport parce que c'est important. Il faut être vigilant là-dessus. L'aval de la traite qui est une possibilité. Ensuite, je ferai une comparaison sur les avantages et les contraintes, aussi bien si vous êtes importateur que si vous êtes exploitateur. Les limites de la remise documentaire. Et il est important quand même de faire, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui du crédit documentaire, il est important de faire un comparatif entre l'utilisation de la remise documentaire et le crédit documentaire. Et après, bien entendu, je serai disponible pour répondre à vos questions. Donc, vendre, c'est bien, mais être payé, c'est mieux. Je pense que tous les commerciaux sont ravis de signer un contrat et que les personnes qui sont ADV, je pense qu'il y en a derrière leurs écrans, c'est elles qui font le nécessaire pour que la vente soit payée. Donc, c'est important de le rappeler. Alors, les risques à l'international, la négociation commerciale et la vente à l'export, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et il faut tenir compte d'autres risques en plus du risque commercial. Vous avez le risque pays qui va s'ajouter, des risques politiques, sociopolitiques, le risque bancaire, bien entendu, le risque financier, le risque entreprise, et aujourd'hui, bien penser au risque de conformité, les boycotts et embargos qui peuvent vous empêcher de vendre sur certains pays.
Le cadre juridique des remises documentaires. Alors, la remise documentaire, elle est apparue au XVIIe siècle, hein, c'est une notion qui est ancienne, avec le développement du transport maritime et la création du connaissement maritime, qui est un titre de possession à l'intérieur du bateau. Donc, c'est à partir de là qu'elle est apparue, la remise documentaire. Aujourd'hui, les règles et usances relatives à la remise documentaire sont éditées par les chambres de commerce internationales et font partie des REUE 522, donc qui étaient revues en 95, mais qui sont toujours applicables, et un grand nombre de pays en fait partie, et ça permet aussi de limiter les risques liés à la réglementation locale et applicable au paiement. Donc, qu'est-ce que c'est la remise documentaire? La remise documentaire, c'est un encaissement documentaire. C'est le moyen de faire encaisser par une banque le montant dû par un acheteur contre une remise de documents. Elle consiste pour l'exportateur à remettre à sa banque les documents relatifs à son exportation de marchandises avec les instructions pour l'encaissement. Elle va couvrir tous les types à l'international de transactions, que ce soit du service ou des marchandises, et elle peut être payable à vue ou à terme. Une particularité de la remise documentaire, la responsabilité des banques dans le cadre des encaissements documentaires, elle se limite essentiellement à transmettre et à délivrer des documents contre le paiement, contre-paiement ou acceptation d'un effet de commerce. Contrairement au crédit documentaire, les banques ne sont pas du tout engagées. La banque de l'importateur ne réglera pas sans le consentement de l'acheteur. C'est donc une procédure de recouvrement sans la garantie de paiement des banques. Qu'est-ce que font les banques dans ces cas-là? Elles ne font qu'acheminer les documents et le paiement. Pour bien repositionner les choses, je vais vous commenter le schéma et puis après on verra en plus en détail les éléments. Donc il y a toujours dans une remise documentaire 4 acteurs: l'exportateur et la banque et sa banque, l'importateur et sa banque. On prend un schéma simple où il y a ces 4 intervenants. Donc, que fait l'exportateur? L'exportateur, il va expédier sa marchandise. La remise documentaire est à l'initiative de l'exportateur. Donc, il va expédier sa marchandise, il va récupérer ses documents et il va les transmettre à sa banque, la banque de l'exportateur, qui, elle, va réceptionner la façon d'encaisser et les documents et va les transmettre à la banque de l'importateur. À ce moment-là, la banque de l'importateur va contacter son client et lui délivrer ses documents pour qu'il aille faire dédouaner et obtenir une marchandise, soit contre paiement, soit contre une acceptation. Et c'est donc après que le paiement est acheminé vers la banque de l'exportateur. Pardon. Donc, avant, dans la négociation du contrat de vente, parce que bien sûr, au préalable à tout envoi à toute expédition de marchandises, il y a un contrat de vente, il y a une négociation commerciale qui a lieu avant même l'expédition des marchandises. Donc, pendant la négociation commerciale, il faut bien entendu s'assurer de la solvabilité de l'acheteur, que vous avez la possibilité d'expédier dans le pays, parce que la situation politique, économique le permet. C'est mieux d'avoir déjà des expériences avec le pays de l'acheteur, parce que vous connaissez le mode de fonctionnement dans le pays. Et puis, il faut éviter un pays qui aurait un contrôle d'échange et des restrictions aux importations, parce que ça va perturber d'autant plus les délais de paiement. Et puis, bien sûr, il y a une notion qu'il ne faut pas oublier dans la négociation du contrat, c'est est-ce que le client va bien aller au bout? Et si le client ne va pas récupérer sa marchandise, est-ce que moi, entreprise, j'ai la possibilité de revendre la marchandise que j'ai expédiée à un autre acheteur dans le pays? C'est important aussi d'avoir cette notion-là. Donc, les différentes formes de remise documentaire. Alors, la première, c'est la remise documentaire contre paiement, donc Documents Against Payment, Cash Against Document. Vous pouvez avoir les deux formules attachées. Donc, la banque de l'importateur, elle ne va remettre
les documents au tiré que contre un paiement immédiat. Il se peut aussi, dans une DP, on peut le voir, que ce soit un paiement différé. Mais dans ce cas-là, la banque ne remettra les documents qu'à terme, qu'à échéance qu'au moment du paiement. Donc ça va différer le moment où l'entreprise va pouvoir récupérer ses documents et donc lui entraîner d'autres frais. Sinon, il existe aussi les documents contre acceptation, Documents Against Acceptance, donc DA. C'est la banque de l'importateur, elle remet les documents au tiré que contre une acceptation d'un effet de commerce ou une souscription d'un billet à ordre. On peut voir les deux cas et qui va échoir à terme. Alors, dans ce cas de figure, l'acheteur il rentre en possession de la marchandise avant la date effective du paiement. Et l'acceptation de l'effet, c'est une acceptation de l'effet que du tiré. Ça ne veut pas dire qu'au moment du paiement, la banque va payer. Par contre, votre acheteur aura récupéré sa marchandise et vous n'aurez plus les moyens de faire pression sur lui. Il existe une possibilité, c'est l'aval de traite. Nous allons voir maintenant. L'aval de traite, c'est la banque qui, à ce moment-là, s'engage à payer. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aval de traite, toutes les banques ne le font pas. Donc, il faut bien négocier au moment dans le contrat commercial, au moment de la négociation avec votre client. C'est à ce moment-là que vous devez évoquer et exiger, si vous le pouvez, l'aval de la banque, de l'acheteur. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut être refusé. Je sais très bien que des banques françaises aussi aujourd'hui refusent de le délivrer. C'est dans leur fonctionnement. La banque est libre ou pas. Donc, ça fait partie vraiment des négociations au préalable pour les commerciaux. Pour les documents à requérir, lors de la signature du contrat, donc commercial, il faut déterminer des documents qui devront être présentés. Vraiment, j'insiste sur le contrat parce que c'est une nécessité, enfin le contrat ou la négociation, après vous pouvez faire qu'une pro forma, il n'y a pas de souci, mais vous devez négocier au préalable ce qui va se trouver dans la remise documentaire. Et ce sont bien entendu des originaux qui vont se retrouver dans la remise documentaire. Vous allez avoir la facture, la liste de colisage, les certificats d'origine si c'est nécessaire pour vos produits. Il peut y avoir pour l'agroalimentaire des documents phytosanitaires, le URN, l'ATR suivant pour la Turquie et les documents de transport toujours en originaux. Vous ne devez pas adresser à l'acheteur les documents. Sinon, l'acheteur, avec les originaux, il va aller dédouaner et vous n'aurez jamais le paiement. On peut envoyer des copies, mais même là, nous ne le conseillons pas parce que dans certains pays, les acheteurs arrivent à aller en douane avec des documents, avec des copies et retirer les marchandises. Donc ça peut se faire, mais il faut être prudent à ce stade-là. On va faire un petit focus sur les documents de transport parce que c'est, à mon sens, des documents un peu les plus importants. Donc, vous avez pour un transport maritime, vous avez le BL, le Bill of Lading, qui est un titre représentatif des marchandises, hein, puisque c'est un titre de possession, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, un titre de possession sur le navire. Il faut garder le jeu complet du BL et le faire circuler par voie bancaire. Vous en avez 3, il faut les garder auprès de vous et les remettre à la banque. Sinon, après, vous avez donc du transport aérien, LTA ou du transport maritime, mais ce sont des simples titres de transport. Donc, dans tous les cas, il vaut mieux essayer de faire voyager la marchandise au nom de la banque émettrice. Toujours bien vérifier avant, dans la négociation du contrat, que la banque acceptera que la marchandise voyage à son nom.
En effet, si le document de transport est bien au nom de la banque, l'importateur devra demander à l'arrivée des marchandises, devra demander à la banque un bon de cession pour pouvoir aller retirer sa marchandise. Ce qui est important à avoir comme notion, c'est que une banque qui remet un bon de cession à son importateur va être à ce moment-là engagée à payer. Donc, c'est là qu'elle va initier le paiement et elle va s'assurer que l'acheteur pourra bien payer sa marchandise. Donc, la notion c'est pour ça que il vaut mieux faire voyager la marchandise au nom de la banque émettrice, mais sachez que certaines banques ne l'accepteront pas non plus, parce qu'elles n'ont pas aussi l'organisation pour émettre des bons de cession. Mais c'est un des seuls éléments avec les documents originaux qui vous permettront de le faire. Alors, bien entendu, il y a des avantages pour les deux parties à faire de la remise documentaire. Donc, la remise documentaire, elle est à l'initiative de l'exportateur. Donc, ce qui est un avantage pour l'importateur parce qu'il n'aura pas besoin de demander des lignes d'autorisation pour des paiements auprès de la banque. L'importateur, il n'émettra son paiement, c'est lui qui sera à la décision du paiement. Ce n'est pas la banque qui pourra intervenir sans le consentement de l'importateur. Et puis, c'est une mise en place qui est simple, une exécution qui est simple. On envoie le document, on récupère les documents. Donc, l'avantage pour l'exportateur, c'est quoi? C'est que l'acheteur, en théorie, il ne peut pas aller récupérer sa marchandise s'il paye dans le cadre d'un encaissement de documents à vue, donc Documents Against Payments. La procédure, elle est souple, puisqu'en fait, l'exportateur récupère ses documents, les transmet à sa banque, et il n'y a pas de modalité sur la formule des documents, comment écrire les documents. Bien entendu, il faut respecter la négociation commerciale, mais c'est pas aussi... il ne faut pas être aussi vigilant que dans un crédit documentaire, et il n'y a pas de date à respecter. Et donc, l'exécution, elle en est simple. Par contre, au niveau des contraintes, ce qui est un avantage devient une contrainte après, c'est que les délais d'expédition et de présentation pour l'importateur ne sont pas ou peu maîtrisés, comme dans le CREDOC. Je vous rappelle que dans le CREDOC, vous avez une date de validité et des documents qui doivent être remis à la banque après expédition sous un délai. Là, il n'y en a pas. Les contraintes pour l'exportateur, il n'y a pas de garantie de paiement, sauf si vous avez obtenu un aval de traite. La seule acceptation d'une traite, si vous êtes en Documents Against Acceptance, l'acceptation de la traite par l'importateur n'engendre pas forcément le paiement, puisqu'il peut accepter la traite et la signer, mais au moment du paiement, s'il n'a pas la somme sur son compte, la banque n'est pas dans l'obligation de payer, si elle n'a pas avalisé la traite. Et puis, il y a une contrainte qui est importante, c'est qu'à un moment donné, si l'acheteur, ça a duré pour x, y raison, il ne veut plus ou il ne peut plus aller retirer la marchandise en douane, la marchandise qui est en douane, vous avez une nécessité soit de la rapatrier, mais avec des coûts, soit d'avoir un autre acheteur qui serait susceptible d'aller la chercher en douane et de refaire donc des documents, ce qui entraîne aussi des délais de paiement. Quelles sont les limites de la remise documentaire? Il faut bien entendu que, pour qu'il n'y ait pas de litige, il faut bien entendu que la délivrance des documents soit conforme à ce que vous avez négocié au départ dans le contrat commercial. J'ai noté contrat commercial, mais ça peut être une proforma sur lequel vous avez identifié les moyens de paiement. La marchandise décrite a été expédiée tardivement ou avant la date prévue, ou elle n'est pas encore arrivée à destination, ça va engendrer des frais et peut-être que l'acheteur n'a pas envie de les payer. Les documents donc sont parvenus, à l'inverse, les documents sont parvenus à l'acheteur étranger après l'arrivée des marchandises.
ça va lui occasionner des frais de stationnement en douane. Ils peuvent être plus ou moins importants suivant les pays. Pour X raisons, il manque des documents indispensables au dédouanement. Un exemple, c'est le certificat phytosanitaire. On a déjà vu le cas, ça arrive de temps en temps. Des crevettes qui arrivent en France et on n'a pas le certificat phytosanitaire. Votre client, si vous êtes dans ce cas-là, vous ne pourrez jamais aller retirer la marchandise. Et ça peut être aussi, il faut une licence d'importation pour acheter la marchandise, le client ne l'a pas encore obtenu. Ça multiplie les délais et les limites. Le montant facturé est supérieur au bon de commande, le jeu de documents est incomplet, ça va encore perturber encore d'autant plus le paiement. Donc, pour moi, l'encaissement documentaire, il n'est vraiment indiqué, il est possible, parce qu'on en fait dans les banques, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il faut qu'il y ait une relation de confiance entre le vendeur et l'acheteur. Ça, c'est primordial là-dessus. Et l'acheteur a vraiment la volonté de payer et sa solvabilité ne fait aucun doute. Bien entendu, il faut que la situation politique et économique soit stable dans le pays de l'importateur pour que vous gommiez le risque pays. Et il ne faut pas, à un moment donné, on en voit, et c'est assez perturbateur pour nos clients, s'il y a un contrôle d'échange, même si votre acheteur de bonne foi a donné son accord à la banque, le contrôle d'échange va perturber les choses et vous allez des fois attendre 1 à 2 mois avant d'avoir le paiement effectif alors que votre acheteur de bonne foi a bien donné son accord à sa banque. Et ça, c'est des éléments qui sont externes que vous ne pourrez pas et que lui non plus ne pourra pas maîtriser. J'ai voulu faire un parallèle avec le crédit documentaire. Je vais juste vous rappeler le fonctionnement du crédit documentaire. On va prendre quelque chose de très simple pour ne pas perturber les choses. On prend les 4 acteurs comme tout à l'heure, comme dans la remise documentaire. Vous avez l'exportateur, l'importateur, la banque de l'exportateur, la banque de l'importateur. Je vais enlever la notion de confirmation, même si j'en parlerai à la fin, mais voilà, on a les 4 acteurs sous ce format de crédit documentaire. On a les 4 acteurs, comme tout à l'heure dans la remise documentaire. Le préalable est toujours le même. Il faut la conclusion d'un contrat avec la détermination des moyens de paiement et des documents de transport et de tout ce qui est lié à l'exportation. À l'inverse de la remise documentaire, dans le crédit documentaire, c'est l'importateur qui est à l'initiative du crédit documentaire. Donc, que va faire l'importateur? Il va demander à sa banque d'ouvrir un crédit documentaire en faveur de l'exportateur, ce qui signifie que la banque, à ce moment-là, elle va s'engager, donc elle va ouvrir le crédit documentaire, ce qui signifie qu'elle accepte de payer contre des documents conformes. Donc l'ouverture va être envoyée à la banque, qui devient banque notificatrice, et à ce moment-là, la banque notificatrice envoie un message à son client en lui disant « Vous êtes bénéficiaire d'un crédit documentaire que nous avons entre nos mains », ce qui sous-entend qu'à ce moment-là, l'exportateur peut préparer ses marchandises. Tant que la banque notificatrice n'a pas informé le client de l'ouverture d'un crédit documentaire, normalement, l'exportateur ne doit pas préparer sa marchandise. Donc, à ce moment-là, l'exportateur prépare sa marchandise, fabrication, etc. et expédie ses marchandises à l'importateur. Comme dans la remise documentaire, l'exportateur va récupérer ses documents, factures, liste de colisage, tout ce que j'ai cité auparavant, comme dans la remise documentaire, et va présenter ces documents à sa banque. Pas à l'inverse, mais là, la banque va vérifier les documents. Ce qu'elle ne fait pas dans la remise documentaire, où elle est, entre guillemets, simple banque, boîte aux lettres. Là, elle va vérifier les documents et elle va vérifier la conformité des documents.
elle a 5 jours pour le faire. Quand elle les a vérifiés et qu'ils sont conformes, qu'elle estime qu'ils sont conformes, ou s'ils ne sont pas conformes, elle les expédie avec votre accord à la banque de l'émetteur, donc de l'importateur, qui à ce moment-là, lui aussi, va vérifier ces documents et va les remettre une fois qu'ils sont conformes, va remettre les documents à son importateur qui va donner l'ordre de payer. Et il y a de toute façon, la banque émettrice, lorsqu'elle a reconnu les documents conformes, elle a un engagement de payer et elle va payer à destination de la banque exportateur et l'exportateur sera payé à ce moment-là. Donc, vous voyez que donc, dans le crédit documentaire, c'est l'initiative de l'acheteur, c'est l'acheteur qui va aller ouvrir un crédit documentaire. Dans une remise documentaire, c'est le vendeur qui est à l'initiative de la remise des documents. Ce qui sous-entend aussi une autorisation et un engagement de la banque. Dans le crédit documentaire, la banque est engagée et elle est engagée avant l'expédition des marchandises. Une banque, elle sait que si elle a ouvert un crédit documentaire en faveur d'une autre banque, si les documents sont conformes, peu importe la marchandise, si les documents sont conformes, elle devra payer. Au niveau de la remise documentaire, il n'y a aucun engagement de la part de la banque, sauf bien entendu s'il y a un aval de traite. Mais l'aval de traite, il sera finalisé au moment de l'expédition des marchandises, donc pas avant. La banque ne sera jamais engagée avant l'expédition. C'est une grosse différence entre le crédit documentaire et la remise documentaire. Je n'ai pas voulu complexifier le schéma avec la banque confirmante, mais bien entendu, la banque de l'exportateur, elle peut confirmer un crédit documentaire et s'engager. Donc, votre client, enfin, vous serez payé de suite dès lors que les documents seront conformes au niveau de l'exportation. Ça entraîne une lourdeur administrative parce que les documents doivent vraiment être l'image la plus précise du crédit documentaire. Tout ce qui est indiqué dans le crédit documentaire à l'ouverture doit se reporter sur les documents qui sont transmis à la banque. Dans la remise documentaire, l'exécution elle est simple, il n'y a pas de vérification des documents. Ensuite, les délais de paiement dans un crédit documentaire, ils sont connus à l'avance. Vous savez que vous devez expédier vos marchandises. On est aujourd'hui le 26, le 26 novembre. De là, vous avez très certainement 21 jours pour remettre les documents à votre banque. Et là, à partir de la date d'expédition, vous avez négocié un paiement, soit à vue, soit à terme, mais vous avez les dates au préalable. Dans une remise documentaire, le paiement n'est pas maîtrisé. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il va arriver. Puisque même si vous avez expédié vos documents, si le client ne va pas les chercher auprès de sa banque, il n'y aura pas de paiement. Voilà pour les grosses différences au niveau des crédits documentaires et des remises documentaires. J'en ai fini pour la présentation de la remise documentaire. Et puis, je suis à votre disposition si besoin, si vous avez des questions. Je pense que ça arrive, je vois des petits points d'interrogation. Sur l'écran, non? Non, alors, tac. Alors, une question de Mariana. Bonjour. Donc, du coup, une remise documentaire simple ne sert à rien du tout pour l'exportateur. Et du coup, ça porte quoi à l'importateur? Alors, donc, une remise documentaire. Simple, donc je suppose que c'est contre-paiement à vue. Ça permet de donner aussi un cadre officiel à une exportation. Et puis, il ne faut pas oublier que dans certains pays, il y a une obligation de soit payer par une remise documentaire, soit par un crédit documentaire. Je vous cite un exemple, par exemple en Égypte, j'ai eu les cas de figure où il y a eu un paiement à vue pour un client, mais le document douanier doit être remis par les banques, par un canal officiel qui est la banque.
Et donc, notre client a dû faire une remise documentaire en indiquant que le paiement était déjà passé pour que son acheteur puisse aller retirer les documents par le canal bancaire. Et donc, il a pu dédouaner à ce niveau-là. Donc, on a beaucoup de remises documentaires aussi sur les pays comme le Chili, où ça fonctionne très bien. C'est un moyen officiel de faire passer les paiements. Mais c'est sûr que la remise documentaire, elle nécessite vraiment un climat de confiance entre les deux parties, et puis pas de risque douanier, parce qu'on sait très bien, et on a des pays en tête où avec du bakshish, les entreprises pourront aller retirer les documents, aller retirer les marchandises, sans avoir les documents officiels. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous, le CIC, vous faites des avals de traite? Oui. Nous, au CIC, on fait de l'aval de traite, mais effectivement, ça demande une autorisation. C'est une ligne de crédit qui est accordée au client. Donc, c'est pour cela qu'il faut le faire avant expédition, parce que quand on travaille dans l'urgence, c'est des fois compliqué. Il faut quand même qu'on puisse établir le risque client et qu'on donne une autorisation à notre client. Donc, une étude est menée à chaque fois sur le client pour savoir s'il est fiable. Enfin, le pays déjà, j'imagine, la banque évidemment. Le pays, la banque. Non, pas le client. Le client, non. C'est notre client. C'est le client du CIC. C'est sur celui-là qu'on s'engage. Donc, ça veut dire on est sûr que notre client est solvable et on va autoriser notre client. D'accord. Et une autre question, est-ce que vous acceptez d'être porté donc, sur les documents de transport? Oui, ça nous arrive. Et ça nous a permis justement de pouvoir, à un moment donné, sur un client qui était défaillant, mais pouvoir avoir la marchandise pour la revendre et faire la cession. Oui, ça nous arrive. Oui. Mais après, voilà, toutes les banques à l'étranger ne l'acceptent pas. Certaines banques françaises aujourd'hui n'acceptent plus l'aval de traite. On a des notions aussi de conformité. Certaines banques veulent être en ce qu'on appelle la clé SWIFT, en clé SWIFT avec la banque en face. Et pourront, pour certaines banques n'acceptent plus, si elles ne sont pas en clé SWIFT, de faire des remises documentaires. D'accord. Voilà. Ça a un coût, ça a un coût pour la banque d'avoir des autorisations sur diverses banques. Okay. Alors, comme il n'y a pas d'autres questions, moi j'en profite, je pose mes questions à moi et les questions que j'ai. Elles vous servent à tout le monde, je pense. Exactement, voilà. Et les questions que j'ai des fois en échangeant avec des entreprises. L'Algérie, le cas de l'Algérie, puisqu'on parle tout le temps, il faut absolument un crédit documentaire pour l'Algérie. Et j'en ai parlé d'ailleurs dans la semaine avec une entreprise qui me disait ça, qui avait un contrat, une commande pour 3 000 € avec un crédit documentaire. Donc attention, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. En plus, le crédit documentaire est à l'initiative de l'importateur. Donc il faut vraiment qu'il maîtrise ça et qu'il sache de quoi. Et puis surtout, ça induit que la banque de l'importateur l'autorise et s'engage à payer à sa place. Et c'est cette notion-là qui est importante. Après, 3 000 € pour un crédit documentaire, ça va coûter très très cher à l'importateur. Ça sera onéreux. Je ne suis pas sûre que la banque algérienne accepte de faire un crédit documentaire de ce montant-là. La remise documentaire, elle est possible avec l'Algérie. Bien entendu, c'est compliqué avec les douanes. On le sait très bien qu'en Algérie, l'acheteur peut aller avec une copie retirer la marchandise. Mais voilà, pour 3 000 €, je pense que la remise documentaire, dans ce cas-là, elle est plus adaptée que le crédit documentaire. En sachant que c'est un premier courant d'affaires, donc la confiance n'est pas encore forcément installée. Mais pour autant, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il ne faut pas prendre un peu de risque? C'est ça. Je dirais que est-ce que l'entreprise peut prendre le risque de 3 000 € aujourd'hui?
En fait, je pense que là, la question, elle est plutôt dans ce sens-là. Il y a des remises documentaires, même si on sait tous les aléas avec l'Algérie, on a quand même un volant d'affaires sur l'Algérie en remise documentaire. Est-ce qu'il y a un montant maximum pour une remise documentaire? Moi, je dirais que plus... après, c'est du bon sens. Plus la vente est importante, dans ces cas-là, il faut passer pour moi pour un crédit documentaire. À partir de 10 000 15 000 euros, il vaut mieux, même si ça a un coût, même si c'est un peu lourd, il vaut mieux passer par un crédit documentaire dans ces pays-là. Même si la confiance finalement est installée avec le client, c'est juste qu'à un moment donné, comme ils peuvent aller récupérer leur marchandise avec une copie, c'est le risque. C'est le risque. Voilà. Après, l'Algérien, il a quand même l'habitude de fonctionner comme ça. Mais c'est sûr que pour les petits montants, ça va être très... Enfin, à mon avis, la personne ne l'aura pas. J'en ai jamais vu à 3 000 euros. Des crédits documentaires à ce montant. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Est-ce que vous nous annoncez en même temps la petite nouveauté sur l'Algérie? On en profite qu'il y ait des gens qui sont là, connectés? Oui, bien sûr. Oui, l'Algérie a décidé de changer un peu ses méthodes et elle exige l'incoterme phobe. Alors, à partir du 1er décembre, c'est quelque chose d'officiel. Au départ, dans le domaine de tout ce qui est dans la téléphonie et technicité ou appareils liés à la téléphonie. Et ça sera étendu à partir du 31 décembre, donc du 1er janvier 2020, à l'ensemble des exportations. Et en plus, alors ça, c'est un critère qui est mentionné, où il est indiqué que dans la mesure du possible, le navire doit être un navire avec pavillon algérien. Sauf si, bien entendu, vous utilisez un port en Algérie où la compagnie maritime algérienne ne peut pas aller. Mais c'est quelque chose qui est nouveau. On est vigilant à ce niveau-là parce que le FOB entraîne le choix du transitaire et le choix du maritime pas à votre niveau et vous ne maîtrisez pas. Mais c'est quelque chose de nouveau. Après, on a déjà vu par le passé des choses qui étaient annoncées et qui n'étaient après pas reconduites. Jusqu'à présent, nous avons interrogé notre bureau algérien qui a interrogé les banques locales. Les banques locales n'avaient pas pour ordre encore la mise en application ferme et définitive de cette directive, mais c'est une directive de l'État, donc de toute façon, soyez vigilants, il va falloir bien vous renseigner à ce niveau-là, au moment des expéditions. Voilà, donc et de la négociation des contrats, c'est ça. Parce que les contrats qui avaient été négociés ou les termes de paiement ont été passés, vous pouvez fonctionner sous l'ancien mode, mais tout ce qui serait négocié à partir du 1er décembre, il faut être vigilant là-dessus parce qu'officiellement, le FOB est passé en application et surtout à partir du 1er janvier 2020 pour l'ensemble des exportations, donc des importations en Algérie. Ouais, donc information à suivre et puis donc on fera un suivi, Fabienne me tiendra informée aussi et je ferai un suivi sur Ecobiz dans la réglementation, dans les actualités puisque c'est un point qui peut être important, point de vigilance. Tout à fait. Voilà, et je regarde, il n'y a pas d'autres questions, donc du coup on va vous libérer un petit peu plus tôt pour retourner un petit peu à toutes vos préoccupations. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci. Donc, prochain événement, comme je le disais, jeudi sur la TVA et ses nouveautés. Donc, ce n'est pas un atelier que je reprogrammerai, je pense, l'année prochaine. Après, ça sera plus en formation. Donc, profitez-en. C'est en présentiel. C'est animé par Cédric Dalu du cabinet Mathèse,
qui anime chez nous tout ce qui est formation DEB, DES et TVA à l'international, donc qui maîtrise très bien le sujet. Donc vous m'adressez simplement un petit mail m.mouvrou@drôme.cci.fr et puis ensuite on se retrouvera l'année prochaine. On commence déjà à concocter le petit programme de l'année prochaine avec Fabienne et tous nos différents partenaires. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Pour ceux que je ne reverrai pas, une bonne fin d'année. Un petit peu en avance, mais mine de rien, on y arrive très vite. Des bonnes fêtes de fin d'année et puis à très bientôt à tous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Ça y est. Voilà. Bon, Parfait. Bon, au moins c'était simple, efficace. Ouais, il faut pas se compliquer la vie. Non, mais c'est ce qu'il faut faire. Et après, s'ils ont besoin de questions plus précises, à ce moment-là, ils prennent contact. Oui, j'ai oublié de leur dire qu'ils retrouveraient le webinaire sur l'économie. Mais des fois, il faut savoir, la simplicité, ça gagne toujours. Complètement, je suis d'accord. Parce qu'après, on les perd. Et puis, j'ai pas parlé du proté. Je sais que moi, j'ai des clients parce qu'on l'a laissé sur nos encaissements, mais le proté, ça les perturbe. Et il n'est pas utilisé, donc c'est pas la peine. Le proté, c'est-à-dire que si la personne n'obtient pas l'encaissement, on peut mandater un huissier en local pour aller faire la démarche. Et ça coûte une fortune. Et on n'a pas la certitude des choses. Donc c'est quelque chose qui existe. Mais ça vous l'abordez après, quand vous voyez que votre client c'est problématique. Exactement, je suis d'accord. Donc non, moi je trouve que sur des webinaires comme ça, il faut vulgariser les choses. Je suis d'accord. Et après, du coup, ils ont des questions plus précises, ils ont à mettre en place, à ce moment-là, ils vous contactent. Et puis directement, vous voyez avec eux. Et puis ça va de soi qu'ils le font aussi avec leur propre banque. Parce qu'on n'est pas les seuls, mais c'est vrai qu'il y a un national qui ne veut plus un aval, qui ne veut plus faire de l'aval. D'accord. C'est un client que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Alors, est-ce que c'est la taille de l'entreprise? C'est pas une très grosse entreprise. Il m'a dit, mais il ne faut plus le faire. Je dis, écoutez, vous le faites. Après, il y a des problèmes de KYC, de conformité dans les banques aujourd'hui. C'est que nous aussi, on resserre, on veut être en clé SWIFT avec la banque en face. Donc, on a répertorié sur tout le CIC toutes les banques avec qui on faisait de la remise documentaire dans tous les pays pour, si nécessaire, puisqu'on a un volant d'affaires avec certaines entreprises, pouvoir avoir la clé SWIFT et continuer à faire de la remise documentaire. Mais toutes les banques ne le font pas, et après certaines décident ou pas de le faire. Parce que vous voyez, nous on a nos équipes en France, il y en a des nationaux qui ne les ont plus en France, donc ils ne veulent pas traiter. Ok. Voilà. C'est pas simple. C'est de plus en plus. C'est compliqué. C'est compliqué parce que moi je vois, on a eu toute une campagne là, cette année justement pour les remises documentaires, enfin pas toutes les campagnes, mais on a répertorié les clients avec qui on en faisait sur les banques pour vérifier si on avait bien les codes SWIFT. Et moi, avec un client que j'ai commencé à développer, qui justement faisait des remises documentaires, a commencé avec nous. Parce que justement, nous, on acceptait, même si on n'était pas en clé SWIFT, au départ, de le faire. Parce que sa banque ne voulait plus le faire. D'accord. Donc nous, on a pris le problème à l'envers, on a dit, nos clients font de l'international, il faut qu'on puisse répondre à leurs demandes. Voilà. Donc on va paramétrer et on va entamer des négociations demander des clés SWIFT pour les clients qui ont un volume d'affaires dans certains pays. D'accord. Mais bon, après, nous, au Pakistan, par exemple, on ne fait pas la confirmation des crédits documentaires, mais il y a des banques qui le font, sur certaines banques. Mais chaque banque a sa politique. Puis, sa politique après en fonction peut-être de son implantation, du nombre de personnes qu'il y a sur place, etc. Oui, bien sûr, s'il suffit qu'il y ait une filiale ou
des ramifications avec le pays, elle pourra le faire. C'est vrai que, voilà, pour ne pas les citer, la BNP peut confirmer des choses que nous ne confirmons pas. Sur l'Afrique notamment, la BNP est très présente. D'accord. Et ça vient de Paribas, donc ça tient. Ils ont leur historique qui leur permet de le faire. Bon, mais tant mieux, le client, il peut. Voilà. Ça. Nous, il y a des clients, ils nous le disent. Ils nous disent, non, mais vous, l'Afrique, bah oui, mais bon, on fait un peu sur Cameroun, on fait un peu sur Sénégal. Mais la BNP, c'est confirmer des choses qu'on ne confirmera pas, parce qu'elle a son réseau. Après, je pense que Crédit Agricole aussi peut le faire. L'Afrique je ne sais pas l'Afrique, mais avec son réseau, ça lui permet de confirmer des endroits où peut-être on ne confirmera pas nous. Après, la banque populaire, je ne sais pas. Je ne le vois pas trop en crédit documentaire derrière. Donc, je pense qu'elle en fait, Hélène, parce qu'elle fait le ça. Donc, mais voilà. Ouais, c'est quand même pas simple. Non, pour les entreprises, parce que mine de rien, il faut ça remonte à suivre plein de choses, et puis en fonction du pays, etc., se poser même la question de voir à quelle banque et tout. Et puis, il y a tellement plein d'incertitudes aujourd'hui dans les échanges mondiaux que voilà quoi. Et pourtant, aujourd'hui, pour certaines entreprises, il faut qu'elles exportent. Mais complètement. Si elles veulent pouvoir grossir, s'agrandir, tenir. Ah oui, non, mais ça c'est évident, c'est clair. Mais il faut vraiment qu'ils soient motivés. Oui. Ah, et puis moi je parlais avec quelqu'un qui avec l'italien, et il disait mais les banques, les entreprises en Italie, elles n'ont pas de souci, elles exportent. Même la plus petite entreprise, elle est capable d'exporter. Nous en France, c'est compliqué. C'est fou. Ça, c'est la culture que vous avez, elle est pas. Ouais. Mais c'est ce que les experts soulignaient l'autre jour, disaient. C'est eux, je crois, qui disaient chasser en meute, de toute façon. Et c'est le problème qu'on a en France, de toute manière. Les entreprises se voyaient en tant que concurrents et non pas en tant que partenaires, quoi. Je me rappelle, quand j'étais allée en Inde, on avait fait un peu le tour aussi des différents supermarchés, des trucs comme ça. Tous les produits italiens qu'il y avait. Et en France, alors quand on en voyait un, c'était Bonne Maman. Mais voilà, quoi. Et la confiture Bonne Maman, parce que c'est des gros trucs, mais sinon, les produits français, ils sont mondiaux, pourtant. Les produits français, l'Italie, un rayon italien, quoi. Et ça, c'est quand même assez. Mais il dit n'importe quelle entreprise en Italie va pouvoir l'exporter. Est-ce qu'ils sont plus aidés par l'État, plus subventionnés, plus. Je sais pas. Mais en même temps, c'est plutôt la culture, parce que nous, on a tellement été frileux. On est les meilleurs, on est les plus beaux, tout le monde nous veut parce qu'on est là. Et aujourd'hui, non, le marché est mondial. Quoi. Ouais, complètement. Pas plus tard qu'hier, j'ai échangé avec un bureau BF là, à Londres, où un gars a un produit et tout, en soi très bien. Là, il revient le produit sur le site, il dit, c'est moche. Ça, voilà quoi. Mais il faut qu'il puisse personnaliser le produit. Donc, parce que, tu vois, mais c'est la question que je lui poserais, est-ce que c'est personnalisable et tout? Parce que le produit plaît sans doute en France, il a fait vachement de chiffres en France et tout. Mais voilà, est-ce qu'il est prêt à adapter son produit et pas seulement dire c'est du made in et voilà quoi. Et puis, on a moins le goût du risque que d'autres pays. Oui, c'est sûr. On a plus tendance à complexer que sans faire de stéréotypes. Mais on voit l'italien quand il parle, quand il voilà, que le français sera plus forcément sur la retenue, mais c'est une question de culture. C'est une question de culture. Voilà. Bon, écoutez, livre de chevet. C'est ça. Je sais pas que la formation encore, on va descendre. Oh, il n'y a pas trop de modifications. On nous en a fait un grand. Complètement. Pour pas grand chose. Non, c'est sûr. Bon, ça a permis
Nous, on a adapté les formations avec les mises en exergue sur une remise documentaire, ce qu'il faut faire, et l'écrit des documentaires, lequel choisir, etc. Pour que ça soit proactif, parce que au départ, on a dit ça va bouleverser les choses. Explorer, parce que tout le monde pensait, espérer qu'ils sauteraient toujours, même s'ils ont appuyé sur le truc en disant ça reste pour la vente domestique. Continuer. Enfin, mais c'est... En revanche, c'est l'Algérie, ceux qui font un crédit documentaire et qu'il va falloir envoyer en FOB. C'est ça. C'est ça. Alors là, c'est complètement à l'opposé de ce qu'il faut faire, quoi. Bien sûr. De ce qu'on apprend à l'entreprise. Et puis surtout qu'en plus. Alors déjà, FOB en plus, un côté en maritime, donc n'importe quoi. Mais en plus, au niveau des douanes, jusqu'à présent, ils connaissaient CFR. C'est pas le reste. Donc moi, le bureau, quand il nous a informés, je dis comment on peut matérialiser les choses, comment on va faire. Et je dis mais tu es sûr que... Il me dit écoute, c'est vraiment marqué télécommunication, je sais plus quoi, enfin matériel électronique lié à ça. Et après entièrement. Il me dit on n'est pas à l'abri, qu'au mois de janvier, on nous donne une autre information, Fabienne. Je dis oui, mais aujourd'hui, on est quand même tenu d'informer nos clients qui commercent avec l'Algérie, qui ont un volant d'affaires avec l'Algérie. Et puis j'avais un client qui avait un gros contrat et qui me dit qu'est-ce que je fais? J'ai dit cette expédition, on en est à la 4e. Donc les 3 autres vont rentrer dans la nouvelle nature. Comment ça marche? Parce que c'est pas vraiment précisé. Est-ce que c'est la date du contrat qui... Si, ben justement, là, ils vont laisser le lien. Le contrat va permettre, c'est la date du contrat et ce qui a été négocié au moment du contrat qui fait foi. D'accord. C'est déjà ça. Parce que la DV, elle m'avait dit, mais qu'est-ce que je fais? Comment on fait? Tout est négocié. Mais comme il y a un contrat qui est bon, en bonne et due forme, vous restez dans le cadre du contrat. Mais... Donc là, ça va à l'encontre de ce qu'on martèle l'entreprise. Ils ont surtout pas en F. Super. Du coup, vous pourrez m'envoyer cette info? Oui, comme ça, je la mettrai sur Ecobiz au moins. Oui, c'est une directive de la Banque d'Algérie. Ouais. Comme ça, mince. Bien sûr, je vous fais passer. Ouais, je veux bien. Bon, bah super. Et ben merci. Fabienne. Vous venez jeudi, non? Ah, mais non, vous êtes là.
Oui. Et Parce du que coup, j'ai vu le message de Marie-Lou. elle m'a dit qu'elle n'avait pas eu de retour de sa direction et qu'elle avait rendez-vous avec demain. Donc en fait, demain, je pourrais avoir la réponse. Bah, dis-le à J'étais en train Marie-Lou. d'écrire le mail. Tu lui dis que l'entreprise te confirmera demain. Est-ce qu'elle peut attendre jusqu'à demain? Et demain, c'est sûr que on lui. Et si Expo ne répond pas, et ben tant pis, on annule et puis basta. Et là, on sera à 4. Parce qu'ils ont répondu, ils t'ont confirmé, Martienne. D'accord. Il m'a retourné le bon de commande, c'est bon. Ouais. Là, c'est vraiment juste un bon de commande. Parce qu'en plus de ça dépend, si Madame Chenel me confirme, à la limite, je fais passer le programme de la formation sur les triangulaires. Ouais, parce que des fois, tu peux au dernier moment, il y a toujours un moment qui se réveille au dernier moment. Voilà. Et ça, et j'allais dire quelque chose. Le 2, du coup, si elle se fait la formation, je ne pourrais pas y être. Moi, je suis en déplacement toute la journée. En revanche, je ferai la deuxième journée. Fichier, je voulais là-dessus, c'est parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait la triangulaire. Et le 3, j'ai bloqué. Oui, non, c'est pas ça, mais moi, c'était pour suivre, pour moi, quand on pose des questions et tout, m'en remettre une couche. Et moi, je suis sur Nyons et Buis-les-Baronnies, donc je pars toute la journée. Je suis en train de me dire, vu qu'il n'y avait pas assez d'inscriptions, moi, j'ai pas mis de salle chez elle. Parce que je le fais que quand je suis sûre. Bah, attends demain, tu réserveras demain. Si vous êtes dispo. De toute façon, je la ferai ici. De toute façon, on est pas nombreux. Oui, c'est dans la petite. Et dans la petite salle, elle n'est pas tout le temps. La petite salle. Non, c'est ce que j'ai cru comprendre. On est au courant. Celle de décembre, c'est dans la plus grande. C'est dans la grande ou dans la toute petite? Non, c'est la salle tardif. Ils sont combien du coup? 11 avec moi 12 parce que moi j'y reste à celle-ci. Je la ferai parce que je ne me suis pas encore formée sur les incomptables. Ça rentre? Oui, ils étaient combien en octobre? Octobre, et ben je crois qu'on était pareil. Parce que j'étais là aussi. Et octobre, ils rentraient tous, ouais, c'était pas trop. Oui, disons que c'est là où j'ai compris que pour 13, c'était mort. D'accord. Tu vois, j'étais là. Je me suis dit, c'est pas possible. Oh punaise, elle va me tuer. Si je lui demande s'il y a une autre salle de dispo. Pour que les gens soient à l'aise. Ouais. Je vais appeler. Elle est un peu plus chère, ça les arrange. Attends demain, quand si tu dois réserver, voilà, et quand tu appelles demain, en même temps tu demandes si tu peux changer la salle, prendre l'autre. Ouais, ça marche. Ok. Dis-moi si tu veux juste.